Imaginez être au milieu d'une excavation et découvrir un artefact ancien, quelque chose qui vous laisse à bout de souffle, même si vous êtes un archéologue expérimenté. Les découvertes les plus impressionnantes ne viennent pas toujours d'objets, mais se cachent parfois dans les formations rocheuses les plus étonnantes. Si vous pensez que les rochers sont ennuyeux, réfléchissez à nouveau. Certains ont des formes et des structures si rares qu'ils viennent presque d'un autre monde. Dans cette vidéo, nous explorerons à la fois les découvertes archéologiques les plus choquantes et les formations rocheuses les plus étonnantes qui nous ont laissé le passage du temps. Préparez-vous à vous surprendre. Numéro 1. Situé dans une région isolée d'aujourd'hui, en Écosse, Dwarfistan est une tombe mégalithique unique en son genre en Grande-Bretagne. Sa conception est similaire à celle d'autres tombes avec caméra Stromness, mais est remarquable car il est construit à partir d'un seul bloc de grès rouge du Devonique, plutôt que d'être composé de plusieurs pierres individuelles. La tombe fait 7,3 mètres de long, 3,6 mètres de large et atteint 2,1 mètres de haut. Malheureusement, il a subi un vandalisme au fil des ans, bien que maintenant sous l'administration de Historic Environment Scotland, ces dommages ont été réduits. Le trou dans son toit a été causé par des vandales au XVIe siècle, et la surface a été recouverte de graffitis des XVIIIe et XIXe siècles. L'entrée, située du côté ouest, était fermée par une dalle de pierre qui se trouve maintenant sur le sol à l'extérieur de la tombe. Cette dalle est une caractéristique inhabituelle en Europe du Nord et est similaire aux tombes néolithiques ou à l'âge du bronze trouvées en Méditerranée. Le nom Dwarfistan vient d'une légende locale qui raconte l'histoire d'un nain nommé Troy qui vivait dans l'endroit, ajoutant une touche de tradition locale. Numéro 2. Le Sahara, l'un des déserts les plus grands et les plus chauds au monde, est connu pour ses conditions extrêmement arides. Cependant, en janvier 2021, un événement climatique inhabituel s'est produit dans cette vaste région désertique près de la ville d'Ain Sefra en Algérie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le désert était couvert de neige, phénomène inattendu étant donné l'environnement normalement inhospitalier pour de fortes précipitations. Les dunes de sable, qui sont généralement une mer dorée et chaude, ont été transformées par une couche de neige et une fine couche de glace formée lorsque les températures nocturnes ont chuté à moins 2 degrés Celsius. Cette baisse était nettement faible par rapport à la moyenne habituelle de janvier, qui est d'environ 14 degrés Celsius. Ce phénomène n'est pas totalement inédit, en fait, le Sahara a connu des épisodes de neige à d'autres occasions, comme en 1979, 2016 et 2018. Ces événements mettent en évidence la variabilité climatique dans la région, malgré sa réputation comme l'un des endroits secs de la planète. Au cours des 100 dernières années, le Sahara a subi de nombreux changements climatiques. Bien que la région soit connue pour son extrême sécheresse, les scientifiques ont maintenant proposé que sur une période d'environ 15 000 ans, le désert puisse subir une transformation importante et être couvert par une végétation verte. Cette prédiction suggère un avenir dans lequel le Sahara pourrait passer d'un désert aride à une région beaucoup plus verte et diversifiée. Numéro 3. La ville de Tulsa, en Oklahoma, n'est pas le centre de l'univers, c'est quelque chose que tout le monde sait. Cependant, dans le centre-ville, il y a un cercle concret que les habitants locaux appellent le centre de l'univers. Ce n'est pas un cercle de pierre commune ou une simple œuvre d'art. Si vous vous mettez au centre et faites un bruit, le son que vous produisez revient amplifié, beaucoup plus fort que vous ne l'avez fait. C'est comme être à l'intérieur d'une caméra d'écho, mais pas de mur. Le cercle est à l'extérieur, ce qui rend l'effet d'écho quelque chose d'impossible. La chose la plus curieuse est que, comme le son revient à la personne au centre, il est presque inaudible pour quiconque en dehors du cercle. On a dit que tu pouvais même sonner une corne de brouillard à ce moment-là et personne qui passait ne pouvait l'entendre. Ce phénomène est connu par les scientifiques comme un vortex acoustique et est censé être causé par le son qui rebondit sur une paroi circulaire voisine. Cependant, le mur est loin du cercle, et il n'y a aucune preuve qu'il est lié au mystère, laissant des événements étranges au centre du cercle sans explication. Numéro 4.
Les roches de Moraki, situées sur la plage de Koko en Nouvelle-Zélande, représentent un phénomène géologique étonnant. Ces énormes pierres sphériques presque parfaites sont dispersées le long du rivage, évoquant la sensation d'un royaume fantastique. Chaque roche peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. L'origine des roches de Moraki remonte à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central pendant d'innombrables années. Ce processus, connu sous le nom de concrétion septaire, implique des minéraux tels que la calcita, le quartz et parfois la dolomite, qui lient les sédiments au fil du temps. Ces couches de sédiments sont solidifiées sous les formes sphériques que nous voyons aujourd'hui. La surface de chaque roche montre un réseau de fissures connues sous le nom de septaria, qui contribue à son aspect unique et quelque peu surnaturel. On pense que ces fissures se sont formées lorsque les roches ont séché et rétréci, provoquant la fracture et le remplissage des couches externes avec des dépôts minéraux durcis dans les veines de calcite. Le carbonate de calcium râche est plus dur que le luta environnant. La légende maori suggère que les roches sont les restes de paniers d'anguilles, de citrouilles et de kumara qui sont arrivés sur la côte après le naufrage de l'Arete Uru, un grand canot qui a transporté leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute un contexte culturel riche à cette merveille naturelle, améliorant l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre un scénario impressionnant, avec les rochers reposant sur le littoral de sable, parfois partiellement submergés pendant la marée haute. Les visiteurs peuvent marcher entre ces rochers anciens, s'interrogeant sur leur immense taille et l'artisanat naturel de leur forme. Au fur et à mesure que l'érosion se poursuit, de nouvelles roches émergent progressivement des falaises de la bouche de la plage, offrant une exposition constante de la capacité de la nature. Numéro 5. Maintenant, nous avons un outil très rare de l'âge du bronze du Nord-Est, une pelle en bronze moulé utilisée pour creuser des tranchées. Ce type d'outil était crucial pour les grands projets de construction, tels que les bases et les caméras souterraines de tombes royales et de temples. Étant donné que le bronze était extrêmement précieux il y a environ 4000 ans, il est probable que seuls les vrais équipements de construction auraient pu fabriquer des outils comme celui-ci de manière professionnelle. Il a été créé en utilisant la méthode de fusion dans le sable ouvert. D'abord un modèle a été fait, puis pressé sur une couche de sable humide pour former une cavité parfaite où le bronze moulé serait versé. Une fois le bronze refroidi, l'outil a été enlevé, identique à la fonderie, mais toujours rugueux et non poli au sommet. L'outil d'excavation est conservé en excellent état, avec des décorations linéaires en relief au fond et des preuves d'une utilisation ancienne à l'extrémité de coupe. C'est une pièce unique pour sa taille et, selon l'un des plus grands experts en armes et outils de l'âge du bronze du Nord-Est, il n'a pas de parallèle dans les musées du monde. Numéro 6. Drangarnir, situé dans les îles Féroé, est une formation rocheuse extraordinaire qui captive tous ceux qui le voient avec son impressionnant arc naturel et les fonds marins qui s'élèvent entre les îles de Vagar et Tin-Almor. Drangarnir possède deux formations rocheuses importantes connues sous le nom de Story d'Angor et Little d'Angor. L'arche naturelle qui relie ces formations est l'un des sites les plus photographiés et reconnus de la région. Cette caractéristique géologique mise en évidence a été formée pendant des millions d'années par les forces persistantes de l'océan Atlantique Nord. Les vagues qui se brisent ont érodé la roche volcanique basaltique, formant l'arche et sculptant le fond marin dans ses formes frappantes. Ce processus d'érosion continue de changer progressivement le paysage. Le terme Drangarnir vient du mot phénique drangur, qui se traduit par siflat. Story-Dror, la plus grande formation des deux, s'élève majestueusement au-dessus de la petite pile, créant une sculpture naturelle impressionnante qui contraste considérablement avec la côte escarpée des îles. Numéro 7. En 2019, la petite ville de Plougastel-Daoula, en Bretagne, a offert une récompense économique à ceux qui pouvaient déchiffrer une mystérieuse inscription trouvée sur une pierre locale. Aujourd'hui, cette récompense attend toujours une réclamation, car personne n'a réussi à la traduire. L'enregistrement a désorienté les historiens et les linguistes pendant des siècles, mais jusqu'à présent personne n'a pu approcher leur traduction.
C'est particulièrement étonnant étant donné que l'inscription est courte et présente des illustrations, y compris une représentation d'un navire. Également enregistré en 1786 et 1787. Certains experts qui ont examiné la pierre croient que la langue utilisée pourrait être une variante de l'ancien breton, tandis que d'autres suggèrent qu'elle est basque. Récemment, l'hypothèse a même surgi qu'elle pouvait être traitée sous une forme archaïque de gallois. Les années susmentionnées coïncidant avec la construction de batteries d'artillerie et de fortifications dans la région, mais cela n'explique pas la présence du symbole du bateau. Une autre théorie est que l'enregistrement commémore une catastrophe maritime, faite par un survivant qui avait peu de connaissances en lecture et en écriture. Si cette théorie est correcte, l'inscription ne peut toujours pas être traduite pour toujours. Numéro 8. Wulingyuan, situé dans la province du Hunan, en Chine, est célèbre pour ses impressionnants piliers de grès. Ce site du patrimoine mondial couvre plus de 26 000 hectares et présente environ 3 000 formations de grès, dont certaines atteignent des hauteurs supérieures à 800 mètres. Ces merveilles naturelles créent un paysage qui semble presque surréaliste, rehaussé par des forêts luxuriantes et des vallées profondes qui contribuent à son attrait. Les piliers de grès ont été créés il y a environ 380 millions d'années, pendant la période devonique, en commençant par un fond marin qui s'est progressivement accru et érodé au fil du temps en raison des fluctuations du vent, de l'eau et de la température. Ce processus lance sculpté grès en piliers minces et hauts. Le grès carcou de la zone, connu pour sa grande résistance à l'érosion, aide à maintenir la verticale et la durabilité de ces structures. Parmi les piliers les plus renommés, on trouve la montagne Alléluia d'Avatar, qui a gagné la renommée mondiale après son apparition dans le film Avatar. C'est le prototype de la montagne Alléluia dans le film, qui s'élève à plus de 1080 mètres, et ce pilier a inspiré les montagnes flottantes de Alléluia du film, ce qui en fait une visite forcée pour les fans et les visiteurs. Numéro 9. Nous savons que nos ancêtres vivaient avec des mammouths laineux et que les plus courageux les chassaient pour obtenir de la nourriture, mais nous ne comprenons toujours pas quel type de processus, de chasse ou de rituel a donné naissance à cette incroyable relique de l'ère glaciaire en Russie. C'est un cercle d'os mammouth de 12 mètres de diamètre, qui comprend des squelettes complets, des crocs et des crânes, tous intentionnellement disposés dans cet endroit. C'est une sorte de monument, mais son but reste un mystère. Le site, connu sous le nom de Soniboro, a été créé il y a environ 25 000 ans, mais n'a été découvert qu'en 2014. Dans cet endroit, vous trouvez les restes d'au moins 60 mammouths, mais les experts ne peuvent toujours pas expliquer leur présence là-bas. L'hypothèse la plus plausible jusqu'à présent est que les corps mammouths ont été placés dans le pergélisol pour préserver la viande, comme s'il s'agissait d'un congélateur géant. Bien que cette théorie soit raisonnable, elle ne résout pas l'énigme de la raison pour laquelle les chasseurs-cueilleurs auraient mis les os dans une formation aussi prudente, formant un anneau de 60 cm de haut. Numéro 10. Les 12 apôtres, situés le long de la Great Ocean Highway à Victoria, en Australie, sont une impressionnante collection de batteries calcaires qui s'élèvent de façon spectaculaire de l'océan austral. Certaines de ces formations remarquables peuvent atteindre jusqu'à 160 pieds de haut. Ils ont été façonnés pendant des millions d'années par l'érosion implacable de vagues puissantes et de vents forts. À l'origine faisant partie des falaises continentales, l'océan inflexible creusait des grottes qui devinrent des arcs, qui finissaient par s'effondrer en laissant ces batteries solitaires. Fait intéressant, le nom les 12 apôtres a été inventé dans les années 1920 pour attirer les touristes, bien qu'il n'y ait à l'origine que 9 batteries. Auparavant, le site était connu sous le nom de Cochon et Cochon, où Mutombir Island représentait le cochon et les plus petites batteries étaient les cochons. L'érosion a laissé son empreinte et actuellement il ne reste que 8 personnes, en particulier en raison de l'effondrement d'une pile en juillet 2005. Cet événement a mis en évidence la fragilité du site, rappelant fortement les processus géologiques continus qui façonnent ces formations. Le taux moyen d'érosion à la base des batteries est d'environ 2 cm chaque année, ce qui indique la possibilité de former de nouvelles batteries à mesure que les promontoires continuent de s'user.
Les 12 apôtres créent un contraste impressionnant entre le calcaire abrupt et les eaux bleues vibrantes de l'océan austral. Pour les vues les plus impressionnantes, visitez-les à l'aube ou au coucher du soleil, lorsque la lumière projette des tons dorés sur le calcaire, créant une scène pittoresque qui attire les photographes et les amoureux de la nature des 4 coins du monde. Numéro 11. Au fond de la mer d'Arabie près de la côte ouest de l'Inde se trouve une énigme sous-marine qui a capté l'imagination des explorateurs et des archéologues depuis des décennies, la ville submergée de Dwaraka. Cette ancienne métropole, mentionnée dans les anciens textes hindous comme le royaume de Krishna, est partiellement submergée sous les eaux du golfe de Kutch, révélant un monde qui semble avoir été retiré des pages d'un mythe. Les premiers signes de cette ville perdue ont émergé en 1988, quand une équipe d'archéologues de la mer a découvert des restes de structures en pierre sur le fond marin. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, ils commencèrent à creuser un labyrinthe de rues, de murs et de plateformes qui suggéraient l'existence d'une ville prospère et sophistiquée. Cependant, ce qui rend Dwaraka vraiment mystérieux, c'est la légende qui l'entoure. On pense que c'est la même ville décrite dans le Mahabharata, le texte sacré hindou épique. Selon les écritures anciennes, Dwaraka a été construit par le dieu Krishna et était un lieu d'une grandeur inégalée, avec des palais majestueux et des avenues ornées. La ville aurait été si splendide que ses habitants vivaient dans un état de paix et de prospérité, mais, comme le mythe conte, Dwaraka a été traîné dans l'océan par une série d'événements catastrophiques, plongeant dans les profondeurs dans une nuit sombre. Les restes découverts sous l'eau semblent corroborer une partie de cette légende. Les ruines montrent des techniques avancées de planification urbaine et de construction qui remettent en question la compréhension conventionnelle de l'époque où Dwaraka aurait existé. Les blocs de pierre sont alignés avec la précision qui défie les explications, et les preuves provenant d'un réseau de canaux souterrains suggèrent une connaissance étonnante de l'ingénierie et de l'urbanisme. Cependant, le mystère persiste. Les études datent de structures entre 1500 avenue Jésus-Christ et 2000 avenue Jésus-Christ, mais les questions sur la façon dont la ville a coulé et pourquoi elle est restée sans réponse. Était-ce une catastrophe naturelle ou y a-t-il une histoire qui n'a pas encore été racontée derrière la chute de ce royaume légendaire? Au fur et à mesure que la technologie avance, les archéologues continuent d'explorer et de creuser dans les eaux de Dwaraka, cherchant de nouveaux indices sur leur histoire et leurs secrets. Mais pour l'instant, la ville submergée de Dwaraka reste un lieu enveloppé dans le mystère des mythes anciens et des vagues de la mer, une fenêtre sur un passé perdu qui attend toujours d'être totalement dévoilé. Numéro 12. Saviez-vous qu'il y a un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression d'Anakil? On la trouve dans le désert du même nom, l'Éthiopie. La région a des paysages surprenants, avec des dépôts de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme le lieu le plus chaud et le plus bas au monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Bien que les conditions soient difficiles, les scientifiques ont fait d'importantes découvertes ici, comme les restes d'Australopithecus afarensis pendant plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que dans l'eau chaude sortant des roches vivent des micro-organismes. Malgré les conditions difficiles, bien que Danakil semble être un endroit infernal, il est populaire parmi les touristes et autour de la dépression il y a des colonies où vivent les gens. Numéro 13. Dans les collines forestières près de la petite ville de Visoko, en Bosnie-Herzégovine, une énigme s'élève, qui a attiré l'attention des archéologues et des curieux du monde entier, les pyramides de Bosnie. Ce complexe pyramidal, découvert en 2005 par l'archéologue semi-professionnel Semir Osmanagic, a suscité un débat fervent sur son origine et son but, maintenant un halo de mystère entourant ces imposantes formations. Les pyramides, qui comprennent la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide du Dragon, se trouvent dans une région montagneuse qui jusqu'à récemment était connue uniquement pour ses paysages naturels. Osmanagic et ses partisans soutiennent que ces formations ne sont pas de simples collines naturelles, mais représentent un réseau de pyramides construites par une civilisation avancée il y a des milliers d'années. Selon cette théorie, les structures auraient pu être érigées vers 3000 avenue Jésus-Christ, bien avant les pyramides égyptiennes connues.
Le mystère autour des pyramides bosniaques est accentué par l'absence de consensus au sein de la communauté scientifique. Alors que certains chercheurs soutiennent l'hypothèse osmanagique, suggérant que les formations pourraient effectivement être des constructions artificielles, de nombreux archéologues et géologues restent sceptiques. Ils soutiennent que les formations pourraient simplement être des montagnes et des collines formées naturellement par des processus géologiques. Les fouilles sur le site ont révélé une série de tunnels souterrains et de structures en pierre que certains interprètent comme une preuve d'une civilisation ancienne. La recherche a également trouvé des preuves de ce qui semble être des blocs de pierre artificiels et des éléments architecturaux qui suggèrent un degré de planification et de construction. L'un des aspects les plus intrigants du site est l'affirmation selon laquelle les pyramides ont des propriétés énergétiques spéciales. Il a été suggéré que les structures pourraient être alignées avec les phénomènes astronomiques ou émettre des énergies inconnues, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à la narration déjà énigmatique. Alors que les recherches et les fouilles se poursuivent, les pyramides bosniaques restent un lieu de fascination et de controverse. La combinaison de théories audacieuses, de scepticisme scientifique et de découvertes énigmatiques assure que le mystère de ces structures perdure, invitant les explorateurs, les scientifiques et les passionnés de mystère à continuer de percer les secrets qui pourraient être cachés sous la surface de ces imposantes formations. Numéro 14. Grâce à des images satellites, les scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara en Libye. Plus de 100 structures fortifiées ressemblent à des châteaux d'une antiquité d'environ 2000 ans. Ces bâtiments sont l'œuvre de l'ancienne civilisation Guarente, qui est peu connue. Cette découverte est précieuse pour les historiens et les archéologues. Au cours de l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont trouvé des structures jusqu'à 4 mètres de haut, des restes de maisons locales, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation. Cette découverte remet en question les anciennes chroniques romaines qui décrivent les Garamons comme des nomades sauvages, car les ruines suggèrent qu'ils étaient une civilisation sédentaire et avancée qui pouvait s'adapter à la vie dans une région désertique avec des sécheresses incroyables. Numéro 15. Au fond de l'imposante terre enneigée de Santa Marta, en Colombie, se trouve un endroit enveloppé de mystères et de légendes, la cité perdue, ou Teyuna, comme le savent les descendants de la civilisation Terona. Il se cache pendant des siècles sous la forêt tropicale dense. Cet ancien établissement a été redécouvert en 1972 par d'anciens chercheurs de trésors qui ont accidentellement révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire précolombienne. Construit vers 800 J.C., la ville perdue est environ 650 ans de plus que Machu Picchu, ce qui en fait l'un des joyaux archéologiques les plus importants d'Amérique latine. En entrant dans ce site ancestral, on rencontre plus de 250 terrasses soigneusement taillées sur la montagne, reliées par un réseau de routes et d'escaliers qui semblent défier la gravité elle-même. Ces terrasses, cachées entre le brouillard et le murmure de la jungle, révèlent des connaissances architecturales avancées et une compréhension profonde de la nature par ses constructeurs. La cité perdue n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un lieu d'une grande importance spirituelle pour les peuples autochtones actuels, tels que les Koji, les Arhuacos et les Camo. Teyuna est le cœur du monde, un lieu sacré où ses ancêtres communiquent avec les dieux. Chaque pierre, chaque escalier raconte l'histoire d'une civilisation qui vivait en harmonie avec son environnement, protégeant les secrets de ses rituels et de sa connaissance du monde extérieur. Malgré sa découverte, la cité perdue reste une énigme, enveloppée de légendes de trésors cachés et d'esprits gardiens. Il attire les aventuriers et les archéologues qui cherchent à percer les secrets de leur passé. Cependant, y arriver n'est pas une tâche facile. La route est une ascension difficile et ardue à travers les forêts et les rivières, un voyage qui ressemble à un pèlerinage à un temps oublié. La cité perdue, avec son aura de mystère et sa riche histoire, reste un témoignage silencieux d'une civilisation avancée qui a laissé son empreinte dans le temps, un rappel de la puissance et de la sagesse de ceux qui habitaient ces terres bien avant que le monde moderne ne les connaisse. Numéro 16. Dans les régions reculées de l'Australie occidentale, terres amidrées,
se trouve le site du plus ancien impact météorologique, le cratère Yarabua. Des études géologiques ont établi que cette formation a émergé il y a un peu plus de 2,2 millions d'années, mettant éventuellement fin à une période glaciaire mondiale. Aujourd'hui, c'est la plus ancienne découverte sur Terre trouvée par les scientifiques. Pour obtenir des résultats plus précis sur l'âge du cratère Yarabua, les scientifiques ont utilisé des échantillons minéraux régionaux, en particulier le cirque et la monacite, contenant de l'uranium dont le taux de décomposition était connu. Malgré une sonorisation simple, le processus impliquait des explorations avancées avec des équipements modernes. Le cratère, qui avait 70 km de diamètre, est maintenant progressivement réduit, étant actuellement une petite colline rouge appelée Baron Hill. Bien qu'il puisse disparaître au fil du temps, la valeur de la découverte persiste, car l'impact du météore a causé des changements climatiques importants qui ont influencé le développement ultérieur de la Terre et de sa vie. Sans cet événement, la Terre aurait pu rester dans un état de gel sans subir le réchauffement climatique. Numéro 17. Dans les années 1960, des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Université d'Istanbul ont découvert le Göbekli Tepe, mais au lieu d'être étudié, il a été largement ignoré. Inutile de dire que cela s'est avéré être une grosse erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles ont commencé, grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Cela a marqué le début de Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple du monde. Ce site semble insignifiant, comme une autre colline du sud-est de la Turquie, mais il s'agit en fait d'une structure artificielle plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, datant de 11 600 ans. Avant cette étude et cette fouille de Göbekli Tepe, nous pensions que les humains avaient commencé comme chasseurs-cueilleurs, s'appuyant sur la chasse et la cueillette, puis ont appris à cultiver, à établir des communautés, et au fur et à mesure que ces communautés grandissaient, ils construisaient des temples et des monuments. Cependant, la découverte de cet ancien temple change le récit. À une époque où quelque chose d'aussi simple que l'agriculture n'était pas encore établi, la construction de Göbekli Tepe est une surprise. Pourquoi les gens de l'époque se sont-ils donné la peine de créer un complexe massif avec des piliers de pierre de plus de 20 pieds de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes? Quelle est l'importance de ce lieu? De plus, comment ont-ils fait sans documents écrits de l'époque? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions. S'agit-il d'un lieu cérémoniel ou d'un simple lieu de rencontre avec d'autres chasseurs? La vérité derrière Göbekli Tepe pourrait changer l'histoire de l'humanité. Numéro 18. La Nouvelle-Zélande est connue pour ses paysages époustouflants, sa riche culture maori et son histoire géologique unique. Cependant, parmi les forêts luxuriantes de l'île du Nord, près du majestueux lac Taupo, se trouve une structure énigmatique qui a déconcerté les archéologues, les géologues et les passionnés d'histoire pendant des années, le Kemana Guo. Cette mystérieuse formation de blocs de pierre, à l'aspect presque artificiel, a fait l'objet d'intenses débats sur son origine, son but et son importance dans l'histoire de la région. Le Kemana Guo est situé au cœur de la forêt de Managua, une vaste étendue de nature sauvage préservée dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Cette forêt fait partie d'une région montagneuse et isolée, caractérisée par une végétation dense, un terrain accidenté et un accès limité. Pour se rendre au Kemana Guo, il est nécessaire de parcourir des routes peu fréquentées et, dans certains cas, de faire des randonnées sur des sentiers que seuls les aventuriers les plus intrépides osent emprunter. Cet endroit isolé a contribué au mystère qui entoure la structure, car seul un petit nombre de personnes ont eu l'occasion de la voir de près. La proximité du Guo Kemana avec le lac Taupo, le plus grand lac de Nouvelle-Zélande et un vestige d'une caldeira volcanique, ajoute une couche supplémentaire d'intrigue géologique à la région. L'environnement environnant est imprégné d'histoire naturelle, avec des couches de cendres volcaniques et des formations géologiques uniques datant de milliers d'années. C'est dans ce contexte impressionnant et chargé d'histoire que se trouve le Kemana Guo, comme s'il s'agissait d'une pièce de plus d'un puzzle géologique et culturel qui n'a pas encore été résolu. Le Kemana Guo est, à première vue,
Une formation de blocs de pierre étonnamment organisée. Les blocs, qui varient en taille, sont disposés selon ce qui semble être un motif régulier, avec des bords droits et des faces plates qui ressemblent à des murs construits par d'anciennes civilisations humaines. Cette apparence artificielle est ce qui a suscité tant de débats et de fascination. Les blocs sont alignés dans une formation qui semble horizontale, et certains observateurs ont noté que les angles entre les blocs sont remarquablement précis, presque comme s'ils avaient été délibérément sculptés pour s'adapter de cette façon. Le mur n'est pas extrêmement haut, mais son extension horizontale et la façon dont les blocs sont empilés le distinguent dans l'environnement naturel. Cette conception organisée contraste avec les formations rocheuses naturelles de la région, qui ont tendance à être plus déchiquetées et chaotiques. Une caractéristique qui en a intrigué plus d'un est l'absence apparente de marques d'outils sur les blocs de pierre. Si le Kemana-guo était artificiel, on s'attendrait à ce qu'il y ait des traces de travail humain, comme des marques de ciseaux ou des coupes précises. Cependant, ces marques ne sont pas présentes, ce qui amène certains à se demander s'il pourrait vraiment s'agir d'une formation naturelle qui ressemble simplement à une structure artificielle. L'un des débats les plus intenses sur le Kemana-guo est de savoir s'il s'agit d'une formation naturelle ou d'une structure artificielle. Cette question a divisé la communauté archéologique et géologique, avec des débats passionnés de part et d'autre. Ceux qui soutiennent l'idée que le Kemana-guo est une structure artificielle soulignent les lignes droites et la disposition ordonnée des blocs comme preuve de l'intervention humaine. Ils soutiennent qu'il est peu probable qu'un processus naturel puisse créer une formation aussi organisée, en particulier avec la précision apparente des angles et la planéité des faces des blocs. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de mur ou d'une structure défensive construite par une ancienne civilisation qui habitait la région avant l'arrivée des Maoris. D'autre part, de nombreux géologues et scientifiques soutiennent que le Guo Kemana est une formation naturelle. Ils indiquent que des processus géologiques, tels que l'exfoliation, ou des couches de roches sont décollées en feuilles en raison de la dilatation et de la contraction thermique, sont la cause probable de l'apparence du mur. Selon cette théorie, l'aspect organisé du Kemana-guo est le résultat de la fracturation naturelle de la roche en blocs géométriques, un phénomène qui, bien que rare, n'est pas inconnu en géologie. Pour ceux qui croient que le Kemana-guo est une structure artificielle, l'une des théories les plus intrigantes est qu'il pourrait être l'œuvre d'une civilisation pré-maori inconnue. Cette théorie suggère qu'avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, il y a peut-être eu une culture avancée qui a laissé sa marque sur la région à travers des constructions telles que le Kemana-guo. Certains partisans de cette idée évoquent des légendes et des mythes d'autres groupes polynésiens, ainsi que des parallèles possibles avec des structures mégalithiques dans d'autres parties du monde, comme les murs de Sacsayhuaman au Pérou. Cependant, à ce jour, aucune preuve archéologique concluante n'a été trouvée pour soutenir l'existence d'une civilisation avancée en Nouvelle-Zélande avant les Maoris. Cette théorie soulève également des questions sur la façon dont une civilisation aussi ancienne et avancée a pu disparaître sans laisser de traces claires, autres que des structures comme le Kemana-guo. L'absence d'artefacts, de restes humains ou de preuves d'établissement dans la région rend cette théorie difficile à prouver, mais en même temps, elle maintient le mystère vivant. Au fil des ans, plusieurs équipes de scientifiques et de géologues ont étudié le Guo Kemana pour tenter de démêler son origine. La plupart de ces études ont conclu que la structure est d'origine naturelle, malgré son apparence inhabituelle. L'analyse géologique a suggéré que le Kemana-guo pourrait être le résultat d'un type de formation connu sous le nom de joint colonnaire ou de fracture colonnaire. Un phénomène où les fractures de lave refroidie se sont transformées en colonnes verticales ou horizontales. Ce processus peut créer des blocs de roche qui ressemblent à des briques ou à des blocs sculptés, comme on l'a vu dans d'autres endroits du monde, comme la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, malgré ces explications scientifiques, l'aspect trop parfait du Kemana-guo continue de susciter des doutes. Les sceptiques de la théorie naturaliste soutiennent que la précision des angles et l'alignement des blocs sont trop exacts pour être complètement naturels, suggérant qu'il pourrait y avoir plus dans l'histoire du Guo Kemana que ce que la science conventionnelle a été capable d'expliquer jusqu'à présent.
Il est intéressant de noter que le Kemana-Guo ne semble pas avoir de signification particulière dans la mythologie ou les légendes maoris. Les Maoris, le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, ont une riche tradition orale qui comprend des histoires de leurs ancêtres et des dieux qui ont créé la Terre. Cependant, il n'y a pas de mention spécifique du Kemana-Guo dans ces traditions. Cela a conduit certains à spéculer que, si le Guo Kemana était effectivement une structure artificielle, il aurait pu être construit avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, ce qui renforcerait la théorie d'une civilisation pré-Maori. D'autre part, l'absence de référence culturelle pourrait également étayer la théorie selon laquelle la structure est simplement une formation géologique naturelle, car les Maoris n'auraient eu aucune raison de l'inclure dans leurs histoires s'ils ne l'avaient pas considérée comme importante. Numéro 19. La dague spatiale du roi Toutankhamon. Dans les années 1920, la tombe de Toutankhamon a été découverte, déclenchant l'égyptomanie, tout le monde se concentrant sur la découverte de la tombe inédite du jeune pharaon. Cependant, un artefact a été négligé, un poignard qui a été enterré avec des milliers d'autres trésors. Cette arme est maintenant connue sous le nom de poignard spatial du roi Toutankhamon. La lame du poignard, faite de fer météoritique, s'est avérée être riche en nickel. Pendant longtemps, les chercheurs ont été perplexes quant à la composition de cette météorite. Après tout, il contient des matériaux qui semblent provenir d'une autre planète. Avec toutes les théories entourant les anciens Égyptiens liés aux extraterrestres, beaucoup croyaient que le poignard était un autre cadeau offert par les extraterrestres qui rendaient visite aux anciens Égyptiens. Cela peut sembler absurde, mais il y a une part de vérité là-dedans. Des études récentes ont révélé que le poignard contenait presque la même composition que la météorite CAR trouvée à Maram-Matru, près d'Alexandrie. Cependant, plutôt que d'être un cadeau d'extraterrestres, le savoir-faire de la dague suggère qu'elle n'a probablement pas été produite en Égypte, mais qu'il s'agissait probablement d'un cadeau prestigieux de l'Empire hittite au grand-père de Toutankhamon. Le matériau du poignard et les techniques utilisées pour le créer suggèrent un niveau sophistiqué de savoir-faire. Pour cette raison, beaucoup croient encore que le poignard du jeune pharaon n'est pas d'origine humaine. Numéro 20. Une découverte surprenante a été faite début 2024 à Utah, près de la frontière de l'Arizona et au nord de la vallée de Manaman. Les chercheurs pensent avoir trouvé une ancienne carrière, un endroit avec d'énormes blocs de grès qui ont fasciné les archéologues et les géologues. Dans la carrière, il y a d'énormes blocs de grès, certains mesurant jusqu'à 6,4 mètres dans toutes leurs dimensions et pesant des centaines de tonnes. Ces blocs se distinguent par leur forme cubique et rectangulaire précise, avec des coupes nettes à angle droit. La précision et la taille de ces blocs remettent en question l'idée qu'ils ont été formés uniquement par des processus géologiques naturels. Cette découverte a donné lieu à plusieurs théories sur la formation de ces blocs. Une hypothèse intéressante suggère qu'ils pourraient être l'œuvre d'une civilisation ancienne avancée. Cette théorie est comparée à d'autres sites mégalithiques dans le monde, tels que les pierres massives de Baalbek au Liban et les pyramides d'Égypte, qui montrent également un haut degré de précision et suggèrent l'utilisation d'outils et de techniques avancées. Cependant, certains géologues suggèrent que des processus géologiques naturels pourraient expliquer la formation de ces blocs. La nature peut créer des formes géométriques, comme on le voit dans les colonnes hexagonales de basalte de la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, l'échelle et l'irrégularité des blocs d'Utah soulèvent des questions quant à savoir si une telle précision pourrait être simplement le résultat de forces naturelles. Ce site est situé au sein de la nation Navajo, une région d'une grande importance culturelle et historique. Le peuple Navajo considère cette terre comme sacrée, et les anciens pétroglyphes à proximité représentent des figures humanoïdes et des spirales. On pense que ces symboles reflètent les croyances des Navajos dans le temps cyclique et les événements transformateurs qui remodèlent les civilisations. Ce contexte culturel ajoute un autre niveau de mystère au site, suggérant que les anciens habitants pourraient avoir joué un rôle dans la création ou l'utilisation de la carrière. Les recherches se poursuivent pour en savoir plus sur les origines de la carrière.
Les géologues analysent la composition minérale des blocs et de la roche environnante afin de déterminer si des conditions géologiques uniques auraient pu mener à leur formation. Les archéologues sont à la recherche d'outils ou d'artefacts qui pourraient indiquer une intervention humaine dans le modelage de ces pierres géantes. Les implications de cette découverte sont importantes. S'il est démontré que les blocs ont été façonnés par une ancienne civilisation, cela indiquerait un niveau d'avancement technologique jusqu'alors inconnu en Amérique du Nord précolombienne. Cela remettrait en question la compréhension actuelle des capacités des anciens peuples de cette région et pourrait réécrire des parties de l'histoire. L'ancienne carrière découverte à Uda est un site d'un grand intérêt archéologique et géologique. Que les blocs soient le produit de processus naturels ou de l'artisanat d'une civilisation ancienne, cette découverte nous invite à reconsidérer notre compréhension du passé et la relation complexe entre la nature et l'innovation humaine. D'autres recherches permettront probablement de percer les secrets de ce lieu énigmatique, offrant de nouvelles perspectives sur l'histoire de la civilisation humaine et son interaction avec le monde naturel.